Bienvenue à la bibliothèque de New Providence. Installez-vous, la bibliothécaire va vous apporter le thé. Profitez de la lecture et laissez-vous bercer par les mots. Manuscrit trouvé sur la côte du Yucatan. En ce 20 août 1917, moi, Karl Heinrich Graf von Altberg-Ehrenstein, capitaine de corvette de la marine impériale allemande et commandant du sous-marin U-29, m'apprête à confier cette bouteille et le récit qu'elle contient à l'océan Atlantique, en un lieu que j'ignore, mais probablement situé vers 20 degrés de latitude nord et 35 degrés de longitude ouest, où mon navire gît, irrécupérable, sur le plancher océanique. Je m'y résous, car je souhaite rendre public certains faits peu ordinaires, ce que je ne pourrais certainement pas faire en personne, car il est peu probable que je survive aux circonstances aussi dangereuses qu'extraordinaires dans lesquelles je me trouve. Ces circonstances impliquent non seulement l'immobilisation sans espoir d'amélioration de l'U-29, mais également un formidable coup porté à mon inébranlable volonté d'allemand. Dans l'après-midi du 18 juin, ainsi que nous l'avons signalé par radio à l'U-61, alors en route pour Kiel, nous avons torpillé par 45 degrés 16 de latitude nord et 28 degrés 34 de longitude ouest le cargo britannique Victory, parti de New York pour Liverpool. Comme nous souhaitions obtenir les prises de vue les plus dramatiques possibles pour les archives de l'amirauté, nous autorisâmes l'équipage du Victory à s'échapper en canot. Le navire sombra de manière admirable. Proue la première, poupe à la verticale des vagues, tandis que la coque plongeait droit vers les profondeurs océaniques. Notre caméra captura la scène dans les moindres détails, et je regrette qu'une bobine de film aussi exceptionnelle ne parvienne jamais à Berlin. Après quoi, nous coulâmes au canon les canaux de sauvetage, puis fîmes submersion. Lorsque nous refîmes surface au coucher du soleil, nous découvrîmes un cadavre de marin sur le pont. Ses mains étaient curieusement agrippées au bastingage de notre sous-marin. Le pauvre était jeune, très beau et avait le teint mat. Probablement un Italien ou un Grec de l'équipage du Victory. De toute évidence, il avait cherché refuge sur le navire même qui avait été contraint de détruire le sien. Une victime de plus dans l'injuste guerre à outrance que ces chiens de cochons d'anglais mènent contre notre mère patrie. Nos hommes le fouillèrent, à la recherche de quelques trophées, et trouvèrent dans la poche de son manteau un étrange morceau d'ivoire sculpté, représentant une tête de jeune homme coiffée d'une couronne de laurier. Mon second, le lieutenant Clance, supposant qu'il s'agissait d'une antiquité de grande valeur artistique, décida de se l'approprier. Comment un tel objet était-il entré en possession d'un simple marin ? Ni Clance, ni moi n'en avions la moindre idée. Alors que l'on jetait le cadavre par-dessus bord, se produisirent deux incidents qui suscitèrent une grande agitation parmi l'équipage. Jusque-là, les yeux du mort étaient restés fermés. Mais ils s'ouvrirent brusquement lorsque l'on traîna son cadavre jusqu'au bastingage. Et plusieurs marins crurent les voir fixer de manière sardonique et déterminée Schmidt et Zimmer, alors penchés sur lui. Le maître d'équipage, Müller, un vieil homme qui aurait certainement fait preuve d'un peu plus de jugeote s'il n'avait été un tel porc d'Alsacien pétré de superstition, fut si impressionné qu'il ne put s'empêcher de regarder le cadavre s'enfoncer dans l'eau. Et il jura qu'après avoir commencé par couler, le mort avait ensuite écarté les bras et les jambes pour filer telle une torpille vers le sud. Clance et moi ne goûtâmes guère cette manifestation de bêtise paysanne, et réprimandâmes sévèrement nos hommes, Müller en particulier. Le lendemain, les ennuis s'abattirent sur nous. Certains membres d'équipage furent fâcheusement indisposés. De toute évidence, la tension due à la longueur de notre mission avait soumis leurs nerfs à rude épreuve. Ils avaient fait d'affreux cauchemars. Plusieurs semblaient hébétés, voire tout à fait abrutis. Aussi, après m'être assuré qu'ils ne simulaient pas,
les relevai-je de leur poste. La mer était assez agitée. Nous descendîmes jusqu'à une profondeur où la houle nous gênait moins. Nous y étions plutôt au calme, malgré un courant marin des plus déconcertants. Orienté vers le sud, ce courant ne figurait sur aucune de nos cartes marines. Les gémissements des malades étaient très agaçants. Mais, comme ils ne semblaient pas démoraliser le reste de l'équipage, nous ne fûmes pas obligés de recourir à des mesures extrêmes. Notre plan était de maintenir notre position afin d'intercepter le Dacia, paquebot dont nos agents à New York nous avaient annoncé le passage. En début de soirée, nous refîmes surface et trouvâmes la mer moins démontée. La fumée d'un cuirassé se profilait à l'horizon, au nord. Mais la distance qui nous en séparait, ainsi que notre capacité à plonger, nous en mettait à l'abri. Ce qui nous inquiétait davantage, c'étaient les propos de Müller, le maître d'équipage. Il prenait une tournure de plus en plus démentielle à mesure que la nuit tombait. Müller paraissait être retombé en enfance et débitait des fadaises au sujet de cadavres dérivant devant les hublots du sous-marin, morts qui le fixaient intensément et dans lesquels il prétendait reconnaître, en dépit de leur boursouflure, les victimes des glorieuses victoires que nous avions données à l'Allemagne. Il prétendait ainsi qu'ils étaient menés par le jeune homme que nous avions recueilli puis jeté par-dessus bord. C'était si horrible et délirant que nous dûmes le mettre au fer et le faire fouetter sévèrement. Les hommes regimbèrent à l'énoncé de la sentence. Mais la discipline l'exigeait. Nous rejetâmes également la requête d'une délégation menée par le matelot Zimmer, qui voulait que la curieuse tête d'ivoire sculptée fût rendue à la mer. Le 20 juin, les matelots Baum et Schmidt, tombés malades la veille, furent pris de brusques accès de folie. Je regrettais de ne compter aucun médecin parmi notre contingent d'officiers, car les vies allemandes sont précieuses. Mais les divagations incessantes de ces deux hommes au sujet d'une épouvantable malédiction sapèrent si bien la discipline, nous fûmes contraints de prendre des mesures drastiques. L'équipage fut fort affecté par ces résolutions, mais elles semblèrent apaiser Müller, qui se montra plus docile. Nous pûmes le relâcher le soir même, et il retourna sans un mot s'acquitter de ses besognes habituelles. La semaine suivante nous trouva tous très tendus. Alors que nous guettions le Dacia, la tension monta d'un cran à cause de la disparition de Müller et Zimmer. Avaient-ils mis fin à leur jour pour échapper aux visions terrifiantes dont ils étaient la proie? En tout cas, personne à bord ne les avait vus se jeter à l'eau. Je n'étais pas mécontent d'être débarrassé de Müller, car même son silence pesait sur l'équipage. Les hommes paraissaient d'ailleurs vouloir s'enfermer dans le mutisme, comme sous le poids d'une crainte inavouable. Nous déplorions plusieurs malades, mais aucun ne posait de problème. Le lieutenant Klenz semblait craquer sous l'effet du stress. Un rien l'exaspérait, même les choses les plus insignifiantes, comme ce banc de dauphins toujours plus dense qui s'était rassemblé autour de l'U-29, ou la force croissante du mystérieux courant qui n'apparaissait sur aucune de nos cartes, mais nous poussait inexorablement vers le sud. Au bout de quelques jours, il nous fallut accepter l'évidence. Nous avions manqué le Dacia. De telles déconvenues ne sont pas rares, et nous nous en réjouîmes plus que nous ne le déplorâmes. Nous pouvions désormais rentrer à Wilhelmshaven. Le 28 juin, à midi, nous mîmes le cap vers le nord-est, et malgré quelques accrochages plutôt comiques dus au nombre inhabituel de dauphins placés sur notre route, nous filions bon train. L'explosion dans la salle des machines, à 2 heures de l'après-midi, nous prit totalement par surprise. Nous n'avions jusque-là constaté aucune défaillance mécanique, et les hommes s'étaient toujours correctement acquittés de leurs tâches, mais une violente déflagration ébranla soudain le bâtiment de la proue à la poupe. Le lieutenant Klenz se précipita aussitôt vers la salle des machines. Là, il trouva le réservoir de carburant et la plupart des machines totalement détruits, ainsi que les cadavres des mécaniciens Rabi et Schneider, tués sur le coup. Notre situation venait brusquement de s'aggraver, car bien que les régénérateurs d'air chimique fussent intacts,
Et même si nous pouvions toujours utiliser les ballasts pour faire surface et plonger, et ouvrir les écoutilles tant que l'air comprimé et les accumulateurs continuaient de fonctionner, nous étions désormais dans l'incapacité de faire avancer ou de manœuvrer le sous-marin. Chercher le salut à bord des canots de sauvetage revenait à nous livrer à l'ennemi, que notre grande nation allemande agaçait au plus haut point. En outre, depuis notre rencontre avec le Victory, nous ne parvenions plus à entrer en contact radio avec d'autres U-boats de la marine impériale. Du jour de l'explosion jusqu'au 2 juillet, nous dérivâmes sans arrêt vers le sud, sans rencontrer aucun navire et presque totalement désemparés. Les dauphins encerclaient toujours l'U-29. Ce fait est suffisamment étonnant pour que je me permette de le signaler, étant donné la distance parcourue par notre bâtiment. Le matin du 2 juillet, nous aperçûmes un navire de guerre battant pavillon américain, et les hommes manifestèrent vivement leur désir de se rendre. Tant et si bien que le lieutenant Clance n'eut d'autre choix que d'abattre un matelot nommé Traub, qui insistait avec une rage toute singulière pour commettre ce sacrilège anti-germanique. Cela eut le mérite de remettre en place pendant quelque temps les idées de notre équipage, et nous plongeâmes sans être vus. Le lendemain après-midi, une nuée compacte d'oiseaux de mer apparut au sud, et l'océan commença à s'agiter de façon inquiétante. Après avoir fermé les écoutilles, nous commençâmes par attendre de voir comment la situation allait évoluer. Mais nous finîmes par comprendre que nous allions devoir plonger si nous ne voulions pas être submergés par une mer de plus en plus déchaînée. La pression de l'air et nos réserves d'électricité diminuaient à vue d'œil, et nous préférions épargner nos machines, déjà durement éprouvées. Cela dit, la situation ne nous laissait guère le choix. Mais nous ne plongeâmes pas profondément, et au bout de quelques heures, lorsque la mer se fut enfin calmée, nous décidâmes de refaire surface. C'est alors qu'un nouveau malheur nous frappa. Nos mécaniciens eurent beau s'échiner, le bâtiment refusait d'obéir à nos ordres. Comme les hommes étaient de plus en plus effrayés à l'idée de rester piégés sous l'eau, certains d'entre eux recommencèrent à se plaindre à voix basse de la statuette en ivoire du lieutenant Clance. Le canon d'un pistolet automatique les aida à se calmer. Afin d'occuper ces pauvres diables autant que faire se peut, nous leur ordonnâmes d'aller s'occuper des machines, tout en sachant que ça ne déboucherait sur rien. Clance et moi avions pris l'habitude de ne pas dormir aux mêmes heures, et ce fut pendant mon sommeil, vers 5 heures du matin, le 4 juillet, que la mutinerie éclata. 2 jours après notre refus de nous rendre au cuirassé Yankee, les 6 cochons de matelots qui nous restaient furent saisis d'un brusque accès de rage. Persuadés que nous courions à notre perte, ils nous abreuvèrent d'injures et mirent en miettes tout ce qu'ils purent. Dans leur délire, ils rugissaient comme les animaux qu'ils étaient, brisaient sans discernement meubles et instruments, et vomissaient un torrent d'ineptie au sujet de la malédiction de la statuette en ivoire et du cadavre du jeune homme à la peau basanée qu'ils avaient regardé avant de s'éloigner en nageant. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un rénant, efféminé et mou, le lieutenant Clance se montra aussi tétanisé qu'inefficace. Je fus obligé d'abattre les 6 matelots, puis m'assurer qu'aucun n'avait survécu. Nous expulsâmes les cadavres par le biais des sas, et nous retrouvâmes seuls dans l'U-29. Clance semblait très nerveux et buvait plus que de raison. Nous prîmes la résolution de survivre le plus longtemps possible en puisant dans nos abondantes provisions et réserves d'oxygène, qui n'avaient pas eu à souffrir de la folie de ces porcs de matelots. Nos boussoles, profondimètres et autres instruments fragiles avaient tous été détruits, si bien que nous n'avions d'autre choix, pour estimer notre position, que de nous en remettre à nos montres, au calendrier et à notre dérive supposée, estimée à partir des objets que nous pouvions entrevoir depuis les hublots et le kiosque. Heureusement, nos accumulateurs avaient encore assez d'électricité pour nous permettre d'allumer l'intérieur du sous-marin et le projecteur. Nous fouillions souvent les alentours du vaisseau à l'aide de ce dernier, mais nous ne voyions jamais que des dauphins, nageant parallèlement à notre navire en détresse. Ces dauphins m'intéressaient tout particulièrement sur un plan scientifique, car bien que le Delphinus delphis commun soit un mammifère cétacé, incapable de subsister sans air, j'eus l'occasion d'observer de près l'un de ces nageurs pendant 2 bonnes heures, et ne le vis pas une seule fois remonter à la surface.
Au bout d'un certain temps, Clance et moi estimâmes que nous continuions de dériver vers le sud, en nous enfonçant toujours plus profondément. Nous nous consacrâmes à l'étude de la faune et de la flore marine, et nous documentâmes abondamment sur ces sujets dans les livres que j'avais emportés avec moi pour occuper mes heures de liberté. Cependant, je ne pus m'empêcher de remarquer l'infériorité du bagage scientifique de mon compagnon. Il n'avait pas l'esprit prussien, et se perdait sans cesse dans des considérations et des spéculations sans intérêt. L'imminence de notre mort semblait curieusement l'affecter, et je le surprenais souvent à prier, rongé par le remords, par tous ces hommes, femmes et enfants que nous avions envoyés par le fond, oubliant que tout ce qui sert la nation allemande est forcément grand et noble. Au bout de quelque temps, il montra clairement des signes de déséquilibre mental. Il passait des heures le regard fixé sur sa statuette d'ivoire et s'imaginait toutes sortes d'histoires fantastiques sur ces choses perdues et oubliées qui se trouvaient sous les flots. Parfois, à titre d'expérimentation psychologique, je l'encourageais dans ses délires et l'écoutais déclamer d'interminables poèmes ou récits de naufrage. J'avais vraiment de la peine pour lui, car je n'aime pas voir souffrir un Allemand. Mais ce n'était pas vraiment le compagnon idéal avec qui mourir. Pour ma part, j'étais fière, car je savais très bien que la patrie honorerait ma mémoire, et que l'on apprendrait à mes fils à devenir des hommes pareils à leur père. Le 9 août, nous aperçûmes le plancher océanique et le balayâmes avec le puissant faisceau de notre projecteur. C'était une vaste plaine ondoyante, presque entièrement couverte d'algues et jonchée de coquillages de petits mollusques. Ça et là, nous distinguions des masses visqueuses aux contours déconcertants, qui disparaissaient sous les algues et étaient incrustées de bernacles. Clance déclara qu'il s'agissait de vieux navires reposant dans leurs tombes. Une chose en particulier l'intriguait. Un pic de matière solide, dont le sommet se dressait à près de 4 pieds au-dessus du fond de l'océan. Environ 2 pieds d'épaisseur, avec des côtés plats et des surfaces supérieures lisses, montant les unes à la rencontre des autres, en formant un angle très obtus. Je décrétai que ce pic n'était qu'un gros rocher, mais Clance était persuadé d'y avoir vu des frises. Au bout d'un moment, il se mit à frissonner et détourna les yeux, comme effrayé. Tout ce qu'il trouva à dire pour expliquer sa réaction fut qu'il était écrasé par l'immensité, l'éloignement et l'antiquité de ces sombres et mystérieux abysses océaniques. Il était psychiquement épuisé, alors que moi, en bon allemand, j'avais très vite remarqué 2 choses. L'U-29 résistait magnifiquement à la pression des grands fonds. Et les étranges dauphins ne nous avaient pas quittés, même à ces profondeurs où l'existence d'organismes aussi évolués est considérée comme impossible par la plupart des naturalistes. Je me dis alors que j'avais certainement dû surestimer notre profondeur jusque-là. Cependant, nous devions être descendus assez bas pour que ces phénomènes fussent remarquables. D'après ce que nous voyons du plancher océanique, la vitesse à laquelle nous dérivons vers le sud devait être sensiblement la même que celle que j'avais calculée auparavant en me fiant aux organismes que nous avions dépassés au niveau supérieur. À 15h15, le 12 août, le pauvre Clance perdit complètement la tête. Après s'être rendu au kiosque pour se servir du projecteur, il fit irruption dans le compartiment de la bibliothèque où je m'étais installé pour lire. Ses traits en disaient long sur son désarroi. Permettez-moi de répéter ici ses propos, en soulignant les mots qu'il prononçait avec emphase. Il appelle. Il appelle. Je l'entends. Il faut y aller. Après quoi, il attrapa sa figurine d'ivoire, qui était posée sur la table, la fourra dans sa poche et m'attrapa violemment par le bras pour me traîner vers l'escalier qui menait au pont. Je compris aussitôt qu'il avait l'intention d'ouvrir l'écoutille et de plonger avec moi dans les eaux. Folie suicidaire et meurtrière à laquelle je ne m'étais pas du tout préparée. Comme je lui résistais et tentais de le calmer, sa violence s'accrut. « Venez, tout de suite !» s'exclama-t-il. « Il n'y a pas une seconde à perdre. Mieux vaut se repentir et être pardonné que de défier et être condamné. » Renonçant à tenter de l'apaiser, je changeai radicalement de stratégie et lui dis qu'il était fou. Un pauvre et dangereux fou. Mais cela ne sembla guère l'affecter. Si je suis fou,
s'écria-t-il. Alors grâce en soit rendue au ciel. Puissent les dieux avoir pitié de l'homme dont le cœur est assez dur pour lui permettre d'attendre une fin atroce sans perdre la tête. Venez, et soyez fous, vous aussi, tant qu'il nous appelle en étant prêt à nous pardonner. Cette crise sembla lui remettre quelque peu les idées en place, car il se montra beaucoup plus doux par la suite. Il me demanda de le laisser partir seul si je ne voulais pas l'accompagner. Ce que j'avais à faire était évident. Clance était peut-être un Allemand, mais il n'était que de Rhénanie. Qui plus est, c'était un roturier, et maintenant, il se doublait d'un fou, probablement dangereux. Accéder à sa requête suicidaire, c'était me libérer sur le champ de celui qui, de compagnon, s'était mué en menace. Je lui demandai de me donner la figurine d'ivoire avant de s'en aller. Mais cette requête le fit partir d'un rire si étrange que je n'insistai pas. Je lui demandai alors s'il souhaitait laisser un souvenir, ou une mèche de cheveux, à sa famille en Allemagne, au cas où je serais secourue. Il me gratifia une nouvelle fois de son rire étrange. Alors, tandis qu'il gravissait un à un les barreaux de l'échelle, je m'approchai des leviers de commande et, tout en ménageant entre chaque opération un espace de temps suffisant, manœuvrai la machine qui devait l'envoyer à la mort. Après m'être assuré qu'il avait bien quitté le navire, je fouillai les eaux à l'aide du projecteur dans l'espoir de l'apercevoir une dernière fois. En effet, je désirais savoir si la pression allait aplatir son corps, comme le voulait la logique, ou si au contraire elle allait l'épargner, comme dans le cas de ces extraordinaires dauphins. Je ne réussis cependant pas à apercevoir mon défunt compagnon, car les dauphins s'étaient si bien massés autour du kiosque qu'ils me bouchaient la vue. Ce soir-là, je regrettais de n'avoir pas dérobé la figurine d'ivoire que le pauvre Clance avait enfouie dans sa poche avant de disparaître, car son souvenir me fascinait. J'avais beau ne pas avoir la fibre artistique, je n'arrivais pas à oublier cette belle et jeune tête couronnée de feuilles. En outre, je regrettais de n'avoir plus personne avec qui parler. Clance, même s'il m'était très inférieur sur un plan intellectuel, valait toujours mieux que rien. Cette nuit-là, je dormis fort mal. Je n'arrêtais pas de me demander comment et quand tout cela allait finir. En tout état de cause, j'avais peu de chance d'être secourue. Le lendemain, je montai en haut du kiosque et recommençai, à l'aide du projecteur, mes explorations habituelles. Au nord, la vue était à peu près la même qu'au cours des 4 jours nous séparant du moment où nous avions aperçu le fond marin, mais je constatai que l'U-29 dérivait moins vite. Lorsque je fis pivoter le faisceau lumineux vers le sud, je remarquai que le plancher océanique, à la proue du sous-marin, plongeait en pente raide, et qu'il était jalonné de manière étrangement régulière par des blocs de pierre apparemment disposés selon un schéma bien précis. Comme le navire n'avait pas encore touché le fond de ces profondeurs océaniques, je finis par être contraint de braquer mon projecteur presque à la verticale. Mais cette manœuvre fut si brusque qu'un câble se détacha, et je passai plusieurs minutes à effectuer les réparations. Puis la lumière revint, inondant la vallée sous-marine qui s'étendait sous mes yeux. Je ne suis pas d'un naturel facile à impressionner. Pourtant, immense fut mon étonnement lorsque je découvris le paysage révélé par le faisceau lumineux. Ayant été élevé dans le plus pur respect de la Kultur prussienne, je n'aurais pas dû trouver cela surprenant, car la géologie, comme les traditions, font état des importants bouleversements ayant affecté les zones océaniques et continentales. Je voyais une immense étendue, ponctuée de nombreux reliefs et semée d'édifices en ruine. Certains étaient mieux conservés que d'autres, mais ils étaient tous magnifiques sur un plan architectural, même si ce dernier restait indéfinissable. La plupart des bâtiments semblaient avoir été taillés dans le marbre, et les rayons du projecteur leur arrachaient des reflets blancs. Le plan général était celui d'une grande ville nichée au creux d'une vallée étroite, avec de nombreux temples et villas isolées dressées le long des pentes abruptes qui la surplombaient. Des toits s'étaient effondrés, des colonnes gisaient brisées, mais la ville n'en conservait pas moins une aura de splendeur immémoriale que rien ne pouvait effacer. Confronté à cette Atlantide que j'avais tenue naguère pour un mythe, je me métamorphosais en explorateur enthousiaste.
Le plancher de cette vallée avait jadis été traversé par un fleuve. Alors que j'examinais plus en détail ce paysage, je découvris des vestiges de ponts de pierre et de marbre, de digues, de terrasses et de quais, autrefois beaux et verdoyants. Dans mon enthousiasme, je devins presque aussi bête et sentimentale que le pauvre Clance, et mis longtemps à m'apercevoir que le courant qui nous avait fait dériver vers le sud venait mourir ici. l'U-29 se posa lentement sur la ville engloutie, à la manière d'un avion descendant sur une ville de la surface. De même, je mis un certain temps à m'apercevoir que l'étrange banc de dauphins avait disparu. 2 heures plus tard, à peu près, le bateau s'était posé sur une place pavée, non loin de la paroi rocheuse de la vallée. D'un côté, je pouvais voir la ville entière, dont les bâtiments descendaient depuis la place jusqu'à l'ancienne rive du fleuve. De l'autre, incroyablement près de moi, je découvris la façade richement ornementée et parfaitement conservée d'un grand bâtiment, un temple de toute évidence, creusé à même la roche. À quoi ressemblait-il à l'origine ? Je ne pouvais que me livrer à des suppositions. L'immense façade recouvrit une profonde cavité, car ses fenêtres étaient nombreuses et très espacées. Au centre s'ouvrait une grande porte, à laquelle on accédait par une impressionnante volée de marches, et entourée de sculptures raffinées, comme on en trouve sur les reliefs des bacchanales. Mais le plus impressionnant, c'étaient les grandes colonnes et les frises décorées de sculptures d'une beauté inexprimable. De toute évidence, elles représentaient des scènes pastorales idéalisées, ainsi que des processions de prêtres et de prêtresses coiffés d'étranges objets rituels et adorant un dieu rayonnant. Cet art d'une perfection absolument phénoménale était surtout d'inspiration hellénique, mais matiné d'une autre influence, très bizarre. Il irradiait une impression de terrible antiquité, comme s'il était le plus lointain ancêtre de l'art grec, plutôt que son plus proche précurseur. De même, j'étais certain que chaque détail de cette construction massive avait été taillé dans la roche vierge des collines de notre planète. L'ensemble faisait clairement partie de la paroi de la vallée, même si je n'arrive pas à imaginer comment on avait pu excaver quelque chose d'aussi vaste. Une caverne, ou une série de cavernes, en avait-elle fourni le noyau ? Plusieurs siècles passés sous les eaux n'avaient pas réussi à corrompre la grandeur immaculée de cet horrible temple, car il s'agissait sans conteste d'un temple qui reposait aujourd'hui, après des milliers d'années, intact et inviolé dans la nuit infinie et le silence d'un gouffre aquatique. Je ne sais combien d'heures je restais là à contempler la ville engloutie, avec ses bâtiments, ses arcades, ses statues, ses ponts et son temple colossal, aussi beau que mystérieux. J'avais beau savoir que ma fin était proche, j'étais dévorée par la curiosité. Dans ma quête avide, je fouillais la nuit avec mon projecteur. Le faisceau lumineux me permit de découvrir de nombreux détails, mais refusa de me révéler quoi que ce fût de ce qui se trouvait tapi derrière la porte béante du temple, taillée dans la roche. Au bout d'un certain temps, j'éteignis mon projecteur, conscient qu'il était nécessaire d'économiser les batteries. La lumière était maintenant beaucoup plus faible qu'au cours de nos semaines de dérive. Alors, comme aiguisé par la privation de lumière, mon désir d'explorer les secrets sous-marins s'intensifia. C'était à moi, un Allemand, qu'il revenait d'être le premier à fouler ces antiques voies oubliées de tous. J'exhumai une combinaison de plongée sous-marine en métal spécialement conçue pour les grandes profondeurs, m'assurai qu'elle fonctionnait correctement, puis procédai à quelques essais avec le générateur portatif d'air et de lumière. Même si je savais qu'il ne serait pas simple d'actionner sans aide le double sas, j'estimais être en mesure de surmonter n'importe quel obstacle grâce à mes compétences scientifiques. Je n'avais besoin de personne pour me promener dans la ville morte. Le 16 août, j'effectuai ma première sortie de l'U-29 et me frayai laborieusement un chemin à travers les ruines des rues embourbées, descendant jusqu'à l'ancien fleuve. Je ne trouvai ni squelette ni autre sorte de reste humain, mais recueillis quantité d'informations archéologiques, sculptures et pièces de monnaie. Difficile pour moi d'en parler maintenant, sinon pour dire combien j'étais impressionné par cette civilisation alors au faîte de sa gloire, à une époque où les hommes des cavernes arpentaient l'Europe et où le Nil se jetait dans la mer à l'insu de tous. Je laisse à d'autres, guidés par ce manuscrit, à supposer qu'on le retrouve un jour,
le soin de lever le voile sur ces mystères auxquels je dois maintenant me contenter de faire allusion. Comme mes batteries faiblissaient, je décidai de retourner au bateau et de remettre au lendemain l'exploration du temple rupestre. Le 17, alors que mon désir d'explorer le mystérieux temple était plus fort que jamais, je fus victime de nouveaux déboires. Le matériel nécessaire pour recharger ma lampe portative avait été détruit durant la mutinerie fomentée par ces porcs, en juillet. J'eus du mal à contenir ma colère, mais mon bon sens allemand m'interdisait de m'aventurer sans préparation à l'intérieur de ces sombres cavités qui pouvaient servir de repère à quelques indescriptibles monstres marins, ou bien être un labyrinthe de couloirs où je risquais d'être pris au piège. Je dus me contenter de braquer la lumière faiblissante du projecteur de l'U29 sur les marches du temple, puis gravis ces dernières afin d'étudier de plus près les bas-reliefs extérieurs. Le faisceau lumineux perçait de bas en haut la porte, sans pour autant me permettre de distinguer les entrailles du temple. J'avais beau me pencher, rien n'y faisait. Même le plafond restait plongé dans l'obscurité. Je fis 1 ou 2 pas à l'intérieur du temple après avoir testé la solidité du sol avec un bâton, mais ne me risquai pas plus loin. En fait, pour la première fois de ma vie, je connus la peur. Je commençais à comprendre quel sentiment avait traversé ce pauvre Clance, car plus le temple m'attirait, plus l'angoisse que ces abîmes aquatiques m'inspiraient tournait à la terreur aveugle. De retour au sous-marin, j'éteignis les lumières et m'assis dans le noir pour réfléchir. Plus question d'utiliser l'électricité, sauf en cas d'urgence. Je passai le samedi 18 dans l'obscurité totale, en proie à des pensées et à des souvenirs menaçant de faire plier ma volonté d'allemand. Clance avait basculé dans la folie et périt avant d'atteindre ce sinistre vestige d'un passé si lointain qu'il en était malsain, et il m'avait conseillé de l'accompagner. Le destin n'avait-il donc préservé ma raison que pour m'attirer inexorablement vers une fin plus horrible et inimaginable que dans nos pires cauchemars? De toute évidence, mes nerfs étaient soumis à rude épreuve. Il fallait chasser ces idées, réservées aux sous-hommes. Je ne pus fermer l'œil de toute la nuit du samedi au dimanche, et décidai de rallumer les lumières, peu importe les conséquences. Quel dommage d'avoir moins de réserve d'électricité que d'air et de vivre. Je fus de nouveau traversé par des idées d'euthanasie, et passai quelque temps le regard rivé sur mon pistolet automatique. Je dus m'endormir dans la matinée, la lumière allumée, car je me suis réveillée hier après-midi dans le noir absolu. Les batteries étaient à plat. Je grattai plusieurs allumettes les unes à la suite des autres, et regrettai amèrement l'imprévoyance qui nous avait conduits, il y a longtemps déjà, à utiliser les quelques bougies que nous avions à bord. Une fois éteinte, la dernière allumette que je m'étais offert le luxe de gaspiller, je demeurai assis très tranquillement, dans l'obscurité. Alors que je pensais à la fin qui m'attendait, mon esprit passa en revue les événements récents et me fit peu à peu prendre conscience d'un fait que je n'avais point remarqué jusque-là, et qui aurait terrifié plus faible et superstitieux que moi. La tête du dieu rayonnant figurant dans les sculptures du temple rupestre était identique à celle de la figure d'ivoire que le marin mort avait rapportée des flots et que le pauvre Clance avait rendue à la mer. Cette coïncidence me désarçonna, mais pas au point de m'épouvanter. Seuls les esprits inférieurs s'empressent d'expliquer ce qui est compliqué ou bizarre en ayant recours aux raccourcis primitifs du surnaturel. Cette coïncidence était certes étrange, mais j'étais beaucoup trop sensée pour relier entre elles des circonstances sans lien de cause à effet, ou pour établir la moindre corrélation hasardeuse entre les désastreux événements qui m'avaient conduit de l'affaire du Victory jusqu'à ma condition présente. Sentant que j'avais encore besoin de repos, je pris un sédatif et m'offris quelques heures de sommeil supplémentaires. J'étais si épuisée nerveusement que mes rêves s'en ressentirent, et il me sembla entendre des cris de gens en train de se noyer et voir des visages morts se presser contre les hublots du bateau. Parmi ces visages de défunts se trouvait celui, vivant et moqueur, du jeune homme à la figurine d'ivoire. Je dois faire très attention à la manière dont je vais décrire les événements d'aujourd'hui, après mon réveil, car je suis très ébranlée. Mais il est évident qu'un grand nombre d'hallucinations se sont mêlées à la réalité. D'un point de vue psychologique, mon cas est très intéressant et je regrette qu'il ne puisse être examiné par un de nos excellents scientifiques allemands. Car à peine avais-je ouvert les yeux, que je ressentis le violent désir d'aller visiter le temple rupestre. Ce désir grandissait à chaque instant,
même si je cherchais instinctivement à lui résister en lui opposant un sentiment de peur qui opérait dans le sens inverse. J'eus ensuite comme une impression de lumière au milieu de l'obscurité des batteries mortes, et je vis une sorte de phosphorescence briller derrière le hublot qui donnait sur le temple. Cela piqua ma curiosité, car je ne connaissais aucun organisme des grands fonds marins capable d'émettre une telle lumière. Mais avant que je puisse me pencher plus avant sur le sujet, j'éprouvai une troisième sensation, si irrationnelle qu'elle me fit douter de l'objectivité de ce que mes sens enregistraient. C'était une illusion auditive. On aurait dit des sons mélodieux et rythmés, comme une mélopée ou un chant choral. Sauvage et beau à la fois, il me parvenait de l'extérieur, en traversant la coque absolument insonorisée de l'U-29. Convaincu que je souffrais de quelques troubles nerveux et psychologiques, je grattai une série d'allumettes et me servis une bonne rasade de bromure de sodium. Elle parut m'apaiser. En tout cas, elle fit disparaître cette illusion sonore. Mais la phosphorescence persistait, et j'eus le plus grand mal à réprimer l'envie puérile de courir vers le hublot afin d'en identifier la source. La phosphorescence était horriblement réaliste, et je pus bientôt distinguer les objets familiers qui m'entouraient. Je pouvais même voir le verre de bromure de sodium, maintenant vide, alors que j'en étais encore incapable quelques instants plus tôt. Cela me donna matière à réfléchir. Je traversai la pièce et allai toucher le verre. Il se trouvait effectivement à l'endroit où j'avais cru le voir. Je savais désormais que la lumière était bien réelle, et qu'elle était l'une des composantes d'une hallucination si intense et si cohérente que jamais je ne pourrais la dissiper. Abandonnant toute résistance, je montai au sommet du kiosque afin de chercher l'origine de la lumière. Peut-être était-ce un autre sous-marin, venu à mon secours. Mieux vaut que le lecteur ne considère pas ce qui va suivre comme vérité objective. Dans la mesure où ces événements transcendent les lois naturelles, il me semble évident que ces péripéties ne sont que le fruit, subjectif et irréel, de mon esprit surmené. Lorsque j'atteignis le kiosque, je m'aperçus que la mer était dans l'ensemble beaucoup moins lumineuse que je m'y étais attendu. Aucune trace de phosphorescence animale ou végétale dans les parages, et la partie de la ville qui descendait vers la mer était plongée dans l'obscurité. Ce que je vis n'était ni spectaculaire, ni grotesque, ni terrifiant. Pourtant cela m'amputa du dernier vestige de confiance que j'avais encore en ma santé mentale. Car la porte et les fenêtres du temple sous-marin taillé dans la roche de la colline rayonnaient par intermittence d'un éclat scintillant, comme si une puissante flamme avait été allumée à un autel dressé dans les profondeurs de l'édifice. Les incidents qui suivirent sont tous chaotiques. Alors que je contemplais la porte et les fenêtres étrangement éclairées, je succombais aux visions les plus extravagantes. Si extravagantes, en vérité, qu'il m'est impossible de les décrire. Il me sembla discerner des objets dans le temple, certains immobiles, d'autres en mouvement, et j'eus l'impression d'entendre le même chant surnaturel qu'à mon réveil. Surtout, mes pensées et mes craintes ne cessaient de revenir au jeune homme déposé par la mer et à son étrange figurine d'ivoire, dont les traits étaient reproduits sur les frises et les colonnes du temple. Repensant au pauvre Clance, je me demandais où reposait son corps et la figurine qu'il avait emportée avec lui sous les flots. Il m'avait mis en garde contre quelque chose, et je n'y avais pas prêté attention. Mais ce n'était qu'un rénan, un faible d'esprit rendu fou par des épreuves qu'un Prussien pouvait surmonter sans peine. Le reste est très simple. Mon envie de pénétrer dans le temple pour l'explorer vient de se muer en un inexplicable et impérieux commandement que je ne puis continuer d'ignorer. Ma volonté germanique a perdu le contrôle de mes actes, et le peu qu'il m'en reste ne me permet plus d'accomplir des tâches mineures. C'est une folie similaire qui conduisit Clance à la mort, en le poussant à se jeter, tête nue et sans protection, dans l'océan. Mais je suis un Prussien, et un homme de bon sens. Et j'utiliserai le peu de volonté qui me reste jusqu'à mon dernier souffle. Quand je sentis approcher le moment d'y aller, je préparai mon scaphandre, mon casque et mon générateur d'air, afin de pouvoir les enfiler au plus vite, puis entamer aussitôt la rédaction de ce récit rédigé en toute hâte dans l'espoir qu'il puisse un jour atteindre le monde. J'encellerai le manuscrit dans une bouteille que je confierai à la mer lorsque je quitterai l'U-29 pour toujours. Je n'ai pas peur, pas même des prophéties de ce fou de Clance. Ce que j'ai vu ne saurait exister. Je sais bien que ma folie ne me conduira, dans le pire des cas, qu'à mourir d'asphyxie faute d'oxygène.
La lumière dans les entrailles du temple n'est qu'une illusion. Et je mourrai calmement, comme un Allemand, dans ces sombres profondeurs oubliées. Le rire démoniaque que j'entends en écrivant ces mots n'est que le fruit de mon cerveau épuisé. Aussi, vais-je enfiler soigneusement mon scaphandre, puis monter hardiment les marches menant à ce sanctuaire primitif, ce silencieux secret des profondeurs inviolées et multiséculaires. La lecture touche à sa fin. N'oubliez rien derrière vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.